Je transférerai les parts dès que la lune de miel sera terminée. Elle ne se doutera de rien. La voix de Christophe de Rochefort était d'une limpidité glaciale, presque détachée. Nathalie Arnaud resta immobile, comme pétrifiée, juste devant la porte de la suite impériale de l'hôtel de Crillon. Sa main demeurait suspendue sur la poignée dorée. À travers l'entrebâillement de la porte, elle percevait son reflet dans la haute fenêtre surplombant la place de la Concorde. Paris scintillait derrière lui, comme si rien au monde ne pouvait s'effondrer. Il laissa échapper un rire léger. « Non, Léa » murmura-t-il dans son iPhone. « Ce mariage n'est qu'un simulacre stratégique. Le conseil d'administration exige une stabilité conjugale. Une fois cela fait, je procéderai à une restructuration radicale. L'appartement du parc Monceau, les capitaux. Tout sera absorbé. Nathalie repartira avec exactement ce que le contrat de mariage daignera lui laisser. Rien de plus. » Une pause s'ensuivit, puis la phrase qui déchira le monde de Nathalie en deux. « Je ne l'ai jamais aimée. Elle n'a jamais été qu'un pion stratégique. » L'air s'échappa des poumons de Nathalie avec une lenteur si atroce que cela lui parut irréel. En bas, dans les salons, les fleuristes apportaient la touche finale au majestueux arrangement de lys blanc. Sa robe de mariée, un chef-d'œuvre de chez Dior, l'attendait, immaculée. Les invités commençaient déjà à s'installer dans leur suite. Sa mère, Jacqueline, en convalescence après une lourde opération cardiaque, voyait dans cette union la garantie absolue de sa sécurité. Et là, dans l'intimité de cette pièce, l'homme en qui elle avait eu une confiance aveugle pendant 8 ans bradait son avenir comme une vulgaire ligne sur un bilan comptable. Christophe se tourna légèrement, ignorant que chaque mot venait de résonner dans le silence du couloir. « Quand je serai PDG, tu auras tout ce que tu désires. Fais-moi confiance. » PDG. Voilà le véritable sacrement. Nathalie ne s'effondra pas. Elle n'entra pas en trombe. Elle ne jeta pas sa bague de fiançailles Cartier à travers le sol de marbre. Au lieu de cela, une froideur polaire s'installa dans sa poitrine. Lentement, elle leva son propre téléphone. Ses mains ne tremblaient plus. Elle appuya sur le bouton d'enregistrement. Si Christophe de Rochefort voulait offrir un spectacle au conseil d'administration, elle s'apprêtait à lui en donner un, et elle s'assurerait que l'acte final lui appartienne. Il croyait épouser une femme éperdument amoureuse. Il ignorait qu'il s'apprêtait à épouser un témoin à charge. 8 mois plus tôt, la vie semblait avoir la pureté et la certitude d'un diamant parfaitement taillé. Le printemps commençait tout juste à adoucir les allées du jardin des Tuileries. Les arbres se paraient d'un vert tendre, et l'air portait cette chaleur rare qui rend Paris presque bienveillante. La veille, Nathalie avait orchestré un immense gala de charité au Ritz. Cela lui avait coûté des semaines de pression, d'appels nocturnes, de caprices de clients impossibles, mais elle avait mené l'événement d'une main de maître. Elle s'était réveillée épuisée, certes, mais profondément satisfaite. Christophe lui avait proposé une promenade matinale. « Tu ne ralentis jamais le rythme », lui avait-il dit tendrement, écartant une mèche de cheveux de sa joue. « Un jour, c'est moi qui veillerai sur toi. » Elle l'avait taquiné à ce sujet. Christophe n'était généralement pas sentimental. Il était structuré, posé, pensant toujours avec 2 coups d'avance. Les grandes promesses n'étaient pas son genre. C'était en partie pour cela qu'elle l'avait cru lorsqu'il en avait fait une. Il s'était arrêté près du pont des Arts. Non loin de là, un violoniste jouait une mélodie familière. Les promeneurs passaient, absorbés par leur propre conversation, ignorant qu'ils traversaient le tournant de la vie d'une autre. Puis, Christophe avait glissé une main dans la poche de son manteau. L'éclat d'un petit écrin rouge lui avait coupé le souffle avant même qu'elle n'en comprenne la raison. Il la regarda avec une intensité calme. « 8 ans, Nathalie, dit-il. Nous avons bâti quelque chose de réel. Je ne te veux pas seulement à mes côtés à la maison. Je te veux à mes côtés pour tout le reste. La vie, les affaires, l'avenir. L'avenir. » Il appelait souvent cela leur héritage. Un mot qui sonnait solide, immuable. Lorsqu'il ouvrit l'écrin Cartier, le diamant capta la lumière du soleil pour la disperser en 1000 éclats. Une femme qui passait s'arrêta pour sourire. Quelqu'un leva son téléphone, sentant un instant digne d'être immortalisé. « Épouse-moi » murmura-t-il. « Rendons tout cela permanent. » Dans cette fraction de seconde, Nathalie vit la stabilité, les frais médicaux de sa mère couverts, leur puissance professionnelle combinée, leur nom uni non seulement par l'amour, mais par le pouvoir. Elle avait dit oui.
Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est la fluidité avec laquelle il avait dévié la conversation, quelques jours plus tard, vers les contrats et la restructuration. Lors d'un dîner à la Tour d'Argent, avec Notre-Dame illuminée en contrebas, il avait parlé d'efficacité, de flexibilité, de l'ajustement de leurs capitaux pour favoriser la croissance. Cela paraissait raisonnable, responsable, et elle l'avait cru. Passé 40 ans, l'amour ne se vit plus avec insouciance. Il se veut constant, réfléchi, sécurisant. Elle planifiait un mariage. Il dessinait une stratégie. Et quelque part dans les petits caractères, sa confiance avait déjà été monnayée. Le rendez-vous pour le contrat de mariage n'avait rien de l'intimité de deux futurs époux. Il ressemblait davantage à la fusion de deux conglomérats. 3 semaines après la demande, Nathalie s'était retrouvée dans la salle de conférence vitrée d'un cabinet notarial du 7e arrondissement, fixant une épaisse pile de documents. Le diamant à son doigt accrochait la lumière à chaque mouvement, mais curieusement, le papier lui paraissait bien plus lourd que la bague. Dehors, la circulation parisienne s'étirait sous un ciel gris et terne. À l'intérieur, le silence n'était troublé que par le bourdonnement lointain de la climatisation et le tintement des tasses de café. Maître Bernard Lefebvre était assis en face d'elle, ses lunettes abaissées sur le nez, étudiant le visage de la jeune femme avec plus d'attention que le contrat lui-même. Prenez le temps de tout relire, lui avait-il conseillé d'une voix douce. Ne vous précipitez pas. Christophe, à ses côtés, semblait d'une aisance absolue. Il faisait défiler ses emails sur son iPad, détendu, comme s'il s'agissait d'une simple réunion de routine. C'est la procédure standard, avait-il affirmé. Nous avons tous les deux réussi. Cela nous protège mutuellement. Protéger. Le mot résonnait comme un réconfort. Il résonnait aussi comme une distance. Bernard fit glisser une page vers elle. Si le mariage s'achève, Christophe conserve le contrôle majoritaire sur tout nouvel actif développé après l'union. Cela inclut les nouvelles divisions. Nathalie sia. Mais la division événementielle est la mienne. Christophe plongea enfin son regard dans le sien, calme et rassurant. Et elle le restera. Il s'agit simplement de structure, pas de contrôle. Structure. Un autre mot sécurisant. Bernard ne semblait pas convaincu. Il y a également une clause de moralité. Si l'un de vous porte atteinte à la réputation de l'entreprise, des conséquences financières s'appliqueront. Cela s'applique à nous deux, rétorqua Christophe avec souplesse. Nathalie sentit une oppression dans sa poitrine. Le grand salon du Crillon était réservé, les acomptes versés, les invitations envoyées. Sa mère en avait déjà fait l'annonce à tous ses amis de l'église. Reculer maintenant signifierait des explications, des murmures, de la honte. Je n'ai pas l'intention de partir, dit-elle doucement. Alors pourquoi cela devrait-il m'effrayer? Bernard soutint son regard. Eh bien, parce que le papier, lui, n'oublie jamais. Christophe prit sa main. Sa paume était chaude, familière. Nathalie, dit-il tendrement. Nous ne faisons que nous préparer aux pires éventualités. Les pires éventualités. Cela semblait si lointain, presque impossible. Elle signa. Le stylo glissa avec facilité sur la page. Elle se persuada que c'était ainsi que s'exprimait l'amour adulte. Pragmatique, responsable, sûr. Elle ne vit pas comment une minuscule clause déplaçait la propriété future entre ses mains à lui. Elle ne vit que l'homme qu'elle aimait assis à côté d'elle, et elle crut que cela suffisait. Le premier signe fut si infime que Nathalie l'écarta presque de son esprit. Cela commença par de plus longues soirées au bureau. Christophe avait toujours été ambitieux. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle l'admirait. Mais dernièrement, son emploi du temps semblait avoir muté. Pas plus chargé, juste réorganisé. Davantage de dîners d'affaires de dernière minute, plus de réunions stratégiques surgissant de nulle part. Il s'était mis à emporter son MacBook partout, même de la cuisine au salon, comme si l'appareil ne pouvait être laissé sans surveillance une seule seconde. Lorsqu'une notification apparaissait, il inclinait machinalement l'écran, par réflexe. Un soir, juste avant minuit, Nathalie entra dans le salon et le vit debout près de la baie vitrée. Les toits de Paris se découpaient dans la nuit. Il raccrocha à la seconde où il l'aperçut. Un problème avec le conseil, se justifia-t-il rapidement. À cette heure-ci, demanda-t-elle d'un ton léger. Il haussa les épaules. Si tu veux le poste suprême, tu ne pointes pas à 17 heures. Encore et toujours. PDG.
toujours en toile de fond de leur conversation. Quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient sur le canapé, elle voulut attraper son téléphone pour le taquiner. Il le retira trop vivement, puis força un sourire. « Confidentialité professionnelle, dit-il. Tu n'aimerais pas apprendre accidentellement quelque chose que tu ne devrais pas savoir. » Elle acquiesça. Mais l'instant resta suspendu. Et puis il y eut le parfum. Rien d'exubérant, juste une effluve lointaine. Quelque chose de floral et d'inconnu qui s'attardait sur le col de sa veste lorsqu'elle la suspendit dans l'entrée. Elle resta dans le dressing plus longtemps que nécessaire, humant l'odeur, essayant de se convaincre que son imagination lui jouait des tours. En public, il demeurait parfait, attentionné, affectueux. Ses mains se posaient fermement sur sa taille lors des galas d'entreprise. Les compliments fusaient avec naturel devant le conseil, un baiser sur la joue à l'instant même où un photographe approchait. Tout était verni. Un vendredi après-midi, alors qu'elle triait des contrats dans leur bureau de l'appartement, elle remarqua que l'écran de son téléphone s'illuminait sur le bureau. Léa V, 3 mots s'affichèrent, « Tu me manques déjà ». Puis l'écran redevint noir. Son rythme cardiaque ne s'emballa pas. Il chuta, comme une pièce de puzzle qui s'emboîte douloureusement. Léa Valois, la nouvelle directrice marketing. Tranchante, élégante, toujours un peu trop sûre d'elle. Nathalie resta assise un long moment, les yeux fixés dans le vide. Aucune preuve irréfutable, aucune confrontation, juste un imperceptible changement dans la densité de l'air. Ce soir-là, il la serra contre lui et lui parla de Deauville, du mariage, de leur futur. Elle resta éveillée bien après qu'il se fût endormi. Et pour la première fois en 8 ans, ses certitudes s'étaient évaporées. Si ce n'était qu'une histoire de cœur brisé, Nathalie aurait peut-être fait un autre choix. Mais cela la dépassait. 3 mois avant le mariage, sa mère s'était effondrée en plein milieu de l'office dominical dans une petite église de Vincennes. Une seconde, elle chantait à ses côtés. La seconde suivante, elle glissait sur le sol. Sa voix s'était éteinte, son visage avait perdu toute couleur. Le cœur avait balbutié. Quelqu'un avait appelé les secours. Les gyrophares du SAMU transformèrent les vitraux en un spectacle cruel et irréel. Nathalie fit le trajet jusqu'à l'hôpital américain dans un silence de mort, serrant la main de sa mère à s'en meurtrir les phalanges. Les médecins ne prirent pas de gants. Une valve endommagée. Chirurgie immédiate. Dans la chambre d'hôpital, bercée par le bip régulier des moniteurs, sa mère essaya de faire bonne figure. « Ne t'avise pas de repousser ce mariage », murmura-t-elle avec un faible sourire. « Je t'ai mieux élevé que ça. » Nathalie tenta de rire. Le son mourut dans sa gorge. La mutuelle couvrirait une partie de l'opération. Le reste semblait astronomique. Les factures commencèrent à pleuvoir avant même qu'elle ne digère le diagnostic. D'épaisses enveloppes, des chiffres implacables. Christophe prit immédiatement les choses en main. Il discuta avec l'administration de l'hôpital, examina les devis, posa des questions d'une précision chirurgicale. Le voir faire défiler les coups sur son iPad, d'un calme imperturbable, lui procura un étrange sentiment de sécurité. « Nous allons trouver une solution, » lui affirma-t-il. « Mais tu n'as pas à porter ce fardeau seul. » Et pour la première fois, elle s'autorisa à s'appuyer sur lui. L'appartement majestueux, les montages financiers communs, cet avenir dont il parlait sans cesse. Ces choses cessèrent d'être les symboles d'une romance pour devenir des bouées de sauvetage. Sa mère l'adorait. « C'est un roc », affirma Jacqueline un après-midi, en ajustant la fine couverture d'hôpital. « C'est tout ce qui compte. » Un roc. C'était ce dont Nathalie pensait avoir besoin. Pas de feu d'artifice, pas d'incertitude, juste un homme solide quand le monde s'écroulait. Ainsi, lorsque le doute s'insinuait à nouveau ou les appels tardifs, le téléphone gardé sous clé ou elle le refoulait. Le stress fait faire des choses étranges, se répétait-elle. La pression altère les comportements. C'est une période difficile. Au comptoir de la cuisine, Christophe passait en revue la pile grandissante de factures et lui expliquait à quel point leur position serait consolidée une fois leurs finances fusionnées. « Une véritable stabilité nous attend », déclarait-il. Elle voulait y croire. Assise au chevet de sa mère un soir, écoutant le doux bip de la machine dans la pénombre, Nathalie se fit une promesse silencieuse. Elle maintiendrait le cap, elle ne voyait pas que ce refuge auquel elle se cramponnait était déjà en train de se dérober sous ses pieds. Léa Valois n'avait pas tant fait une entrée qu'une véritable démonstration de force.
La première fois que Nathalie la vit, c'était lors d'un comité de direction. Léa se tenait aux côtés de Christophe, impeccable et sereine dans un tailleur crème. Pendant que son CV défilait sur l'écran derrière elle, diplômée d'HEC, des campagnes d'envergure, des chiffres vertigineux. Le genre de profil qui redresse les colonnes vertébrales dans une salle. Christophe semblait presque fier en la présentant. Elle dirigera notre nouvelle campagne nationale, annonça-t-il. Exactement l'impulsion dont nous avons besoin pour la suite. Nathalie sourit de l'autre bout de la table et se convainquit que c'était une excellente nouvelle. La croissance, c'était positif. Une énergie nouvelle, c'était positif. La poignée de main de Léa était ferme, son sourire maîtrisé, et elle regardait les gens dans les yeux comme si elle jaugeait déjà leur influence. Au début, il n'y eut aucune matière à soupçon. Léa travaillait avec acharnement, s'exprimait avec clarté, étayait ses idées de données concrètes. Nathalie respectait même son niveau de préparation constant. Aucun flirt, aucune messe basse dans les couloirs. Rien d'évident. C'était justement cela qui l'angoissait. Les déplacements commencèrent peu après. Alignement de la marque, appelait cela Christophe. Londres une semaine, Milan la suivante, Genève par la suite. Les détails des vols étaient toujours partagés ouvertement, sans le moindre secret. Il est tout simplement plus logique d'y aller ensemble, justifia Christophe un soir en boutonnant ses manchettes. Et c'était logique. Lors des événements, Léa gardait ses distances. Professionnelle, irréprochable. Mais Nathalie se mit à capter des détails impossibles à retranscrire dans un rapport. La façon dont Léa s'inclinait imperceptiblement vers l'avant lorsque Christophe prenait la parole. La façon dont lui la regardait furtivement avant de répondre à certaines questions, comme pour jauger sa réaction. Des broutilles, faciles à balayer d'un revers de main. Pourtant, un après-midi, Nathalie entra dans le salon de la direction sans frapper et les trouva extrêmement proches l'un de l'autre, penchés sur un ordinateur portable. Ils s'écartèrent rapidement, mais sans geste brusque. Juste des analyses de marché, précisa Léa avec un sourire. Bien sûr, répondit Nathalie. Plus tard dans la semaine, Léa passa à son bureau avec 2 cafés. J'espère que cette transition se passe de manière collaborative, dit-elle avec douceur. Je ne voudrais surtout pas que vous vous sentiez mise sur la touche. Mise sur la touche. L'expression la hanta. Ce soir-là, en faisant défiler des photos d'un congrès à Milan, Nathalie repéra Christophe et Léa en arrière-plan d'une publication. Ils se tenaient proches, beaucoup trop proches. Elle fixa l'image plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Rien de flagrant, mais quelque chose basculait. Sans les chiffres, elle aurait peut-être continué à douter d'elle-même. Les feuilles de calcul avaient toujours été le langage de prédilection de Nathalie. Les budgets, les factures des prestataires, la répartition des partenariats. Elle y lisait un rythme. Elle savait détecter la moindre dissonance, à la manière dont certains remarquent un tableau de travers sur un mur. Ce mardi après-midi-là, elle passait en revue les projections trimestrielles de sa division événementielle lorsqu'une ligne comptable l'arrêta. Réallocation marketing. Cela n'avait l'air de rien. Des fonds déplacés de campagne régionale vers un poste intitulé « Initiative de croissance stratégique ». Néanmoins, le montant était suffisamment élevé pour interpeller. 6 chiffres. Elle se pencha vers l'écran. Le code d'autorisation exécutive de Christophe y figurait. Le compte destinataire portait un nom qu'elle ne reconnaissait pas, Valois Stratégie. Elle cliqua sur le grand livre. 2 virements. Le même jour, à quelques heures d'intervalle. Divisés avec une symétrie parfaite. Ce n'était pas de la négligence. C'était prémédité. Le soir même, elle aborda le sujet avec légèreté pendant que Christophe se servait un verre d'eau gazeuse dans la cuisine. Au fait, lança-t-elle sans changer de ton, qu'est-ce que Valois Stratégie dans les lignes du marketing? Il ne s'y a pas. Une préparation à l'expansion. Des fonds mis de côté avant le lancement national. C'est donc interne? Évidemment. Il la regarda avec aplomb, ni sur la défensive, ni irrité. Juste lisse. Je ne l'ai pas vu dans le dossier du conseil, ajouta-t-elle. Ce n'est que la phase préliminaire, répliqua Théil. Inutile d'encombrer le conseil avec ça pour l'instant. Sur le papier, sa réponse tenait la route. Plus tard, alors qu'il dormait à poings fermés, Nathalie s'assit seule à la table de la salle à manger. La ville scintillait au-delà des vitres de l'appartement.
Elle rouvrit son ordinateur et, se connectant avec d'anciens identifiants d'accès que la plupart avaient oubliés, elle effectua une recherche sur Valois Stratégie. Une adresse d'enregistrement dans le 8e arrondissement. Elle la nota. Puis elle interrogea le registre du commerce. Valois Stratégie Conseil SAS. Création, il y a 6 mois. Présidente, Léa Valois. Nathalie contempla l'écran un long moment. Son cœur ne s'emballa pas. Il s'apaisa. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas de la paranoïa. L'argent de l'entreprise avait été siphonné vers une société externe détenue par la femme qui voyageait avec son fiancé. Elle referma doucement l'ordinateur. Les nuits tardives, les voyages, le téléphone sous haute garde. Rien n'était fortuit. Tout formait un dessin parfait. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'oublier. Nathalie ne fit pas irruption dans le bureau de Christophe. Elle n'envoya aucun message à Léa. Elle n'éleva même pas la voix. Elle appela Bernard. Il décrocha à la première sonnerie. Après qu'elle eut demandé à le voir, un silence s'installa au bout du fil. « Vous êtes d'un calme qui m'effraie », constata le vieux notaire. Ils se retrouvèrent le lendemain matin dans son cabinet majestueux. L'endroit dégageait l'ordre et la tradition. Des bibliothèques en chêne massif, un bureau imposant, l'odeur familière du café noir. Par la fenêtre, la circulation parisienne suivait sa lente chorégraphie. Tout y respirait le contrôle et la stabilité. Nathalie posa 2 feuilles de papier devant lui. L'une était l'extrait KBIS de Valois Stratégie. L'autre, la preuve du virement interne. Elle n'eut pas besoin d'expliquer. Bernard lut attentivement, parcourant chaque ligne. La seule trahison de ses émotions fut la tension de sa mâchoire. Des fonds de l'entreprise, conclut-il enfin. Approuvé par Christophe, viré vers une société de conseil. Il tapota l'extrait KBIS. Détenu par Léa Valois. Nathalie hocha la tête. Il la fixa de longues secondes. Sait-il que vous avez découvert cela? Non. La posture du notaire changea imperceptiblement. Parfait. La pièce plongea dans un silence lourd, qui n'avait rien d'inconfortable. C'était le silence qui précède un coup de maître aux échecs. Il y a plusieurs façons de qualifier ce montage, expliqua Bernard. Cela peut être jugé contraire à l'éthique mais techniquement défendable, ou bien basculer dans une catégorie pénale bien plus lourde. Nathalie croisa les mains. Quelle option me protège? Tout dépend, répondit-il avec douceur. Cherchez-vous à sauver votre mariage ou à vous protéger, vous? La question pesa plus lourd qu'elle ne l'aurait cru. 8 ans de vie commune, un mariage dans quelques jours, sa mère encore fragile, un contrat de mariage déjà ratifié. Je veux sortir de là debout, trancha-t-elle enfin. Avec ma réputation intacte. Bernard fit un lent signe de tête. Alors, nous ne réagirons pas. Nous allons accumuler les preuves dans l'ombre, et nous le laisserons croire qu'il maîtrise la situation. Il s'approcha de la fenêtre, observant le rythme incessant de la ville. Les hommes qui se croient victorieux deviennent toujours imprudents. Nathalie sentit une barrière céder en elle. La douleur était toujours là, mais elle ne dictait plus sa conduite. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-elle. « De patience, déclara-t-il. Et d'accès. » Elle prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis que ce message s'était affiché sur l'écran de Christophe, elle ne se sentait plus prise au piège. Elle était prête. Si Christophe construisait un empire dans son dos, elle n'allait pas le détruire trop tôt. Elle le laisserait achever son œuvre, puis elle déciderait du sort à lui réserver. Le matin du mariage était éclatant, d'une beauté presque cruelle. Depuis la suite du Crillon, Nathalie contemplait la place de la Concorde s'éveiller. Les taxis patientaient le long des trottoirs. Les fleuristes dressaient de somptueuses compositions de roses blanches. Plus bas, un violoniste accordait une mélodie qui traversait la vitre en sourdine. La ville battait au rythme d'une journée parfaite. À l'intérieur de la chambre, chaque détail correspondait à ce qu'elle avait minutieusement planifié des mois à l'avance. Sa robe Dior était suspendue près de la fenêtre, fluide et aérienne. Sa bague de fiançailles étincelait à chaque mouvement. Quiconque serait entré à cet instant n'aurait vu qu'une mariée éblouissante le jour de ses noces. Son téléphone reposait sur la coiffeuse. L'enregistrement était toujours là. Elle l'avait écouté 2 fois au cours de la nuit. Non pas pour raviver la blessure, mais pour ne pas oublier la réalité.
La voix de Christophe était distante, presque lasse. Après la lune de miel, je restructurerai tout. Elle ne se doutera de rien. Mais elle savait tout. On frappa doucement à la porte. Sa mère entra, vêtue d'un tailleur bleu pastel, marchant à pas prudents, mais déterminée à paraître forte. « Tu es radieuse » dit Jacqueline en lui serrant les mains. Nathalie sourit. « Tout ira bien. » Et c'était vrai. Non pas parce que la trahison ne la consumait pas. Non pas parce qu'elle avait pardonné, mais parce qu'elle maîtrisait chaque seconde de ce qui allait suivre. Pendant que la coiffeuse ajustait son chignon, Nathalie relut l'email matinal de Bernard. Les documents étaient prêts. Un avenant au contrat, d'une simplicité d'apparence si banale qu'il en semblait routinier. Si Christophe le signait, ce qui était hautement probable, cet acte transférerait bien plus de pouvoir qu'il ne le réaliserait. Aucun doute, demanda doucement sa mère, cherchant son regard dans le miroir. Nathalie soutint ce regard. Absolument aucun. Des rires résonnèrent dans le couloir. Les garçons d'honneur étaient arrivés. Elle distinguait la voix de Christophe, posée, triomphante, aveugle. Son téléphone vibra. Un message de Léa. Le grand jour. J'espère que vous êtes prête pour que tout change. Nathalie dévisagea l'écran. Tout avait déjà changé. Elle retourna le téléphone face contre table. Lorsqu'elle se leva enfin et lissa le tissu immaculé de sa robe, elle scruta son reflet. Elle n'était pas brisée. Elle était parée au combat. Les portes du grand salon s'ouvrirent dans un silence solennel. Une musique s'éleva, majestueuse, savamment orchestrée, hors de prix. Les lustres de cristal diffusaient une lumière chaude sur le marbre. Chaque siège était occupé. Membres du conseil d'administration, grands investisseurs, amis de longue date, tous persuadés d'assister au couronnement d'un couple de pouvoir. Nathalie se tenait sur le seuil, le bras de sa mère enlacé au sien. L'espace d'une seconde, elle ferma les yeux et respira. Au bout de l'allée, Christophe l'attendait dans un smoking coupé sur mesure, la stature altière de l'homme dont le plan se déroulait sans le moindre accroc. Il esquissa un sourire en l'apercevant. Elle commença à marcher. Le claquement de ses talons était régulier, implacable. Elle sentait le poids des regards. Admiration, curiosité, jalousie secrète. Des téléphones se levaient discrètement. Quelques invités essuyaient une larme. L'expression de Christophe s'adoucit à son approche. Un éclair de soulagement. Peut-être même d'orgueil. « Tu es éblouissante », lui souffla-t-il lorsqu'elle le rejoignit. « Merci », répondit-elle sans ciller. L'officiant entama son discours sur l'engagement et la confiance, sur la fondation d'une vie enracinée dans l'honnêteté. Les mots flottaient dans l'air avec une ironie mordante. Christophe prononça ses vœux le premier. Confiant, charismatique. Il parla de loyauté, de partenariat, de la construction d'un héritage commun. L'assemblée rit de bon cœur lorsqu'il plaisanta sur le fait que Nathalie était la plus redoutable négociatrice des deux. L'héritage. Quand vint son tour, Nathalie déplia un petit feuillet qu'elle avait glissé dans son bouquet de pivoine blanche. Ses mains étaient d'une stabilité absolue. « Je crois qu'un mariage exige la transparence la plus totale », déclara-t-elle d'une voix cristalline. Non seulement en amour, mais aussi dans nos responsabilités. Le sourire de Christophe se figea de façon imperceptible. Elle se tourna entièrement vers lui. Avant de conclure, il y a un document que nous devons tous deux ratifier aujourd'hui. Un murmure parcourut les premiers rangs. Bernard Lefebvre se leva de son siège et s'avança, imperturbable, tenant une fine pochette. Il s'agit simplement d'un avenant, expliqua Nathalie avec un calme olympien. Pour clarifier notre supervision conjointe sur tout nouveau partenariat financier. Christophe se pencha vers elle. Ce n'est pas nécessaire, murmura-t-il. Cela nous protège tous les deux, lui répondit-elle à voix basse. Tous les regards étaient braqués sur eux. Bernard lui tendit le stylo. Christophe hésita. Une simple fraction de seconde. Son arrogance prit le dessus. Il signa. Le bruit de la plume grattant le papier parut assourdissant. Quand Nathalie posa à nouveau les yeux sur lui, elle y vit la faille. Pas de la peur, mais un doute venimeux. Et pour la première fois de la matinée, Christophe comprit qu'il ne tenait plus les rênes. Les applaudissements fusèrent sitôt la signature achevée. Les invités souriaient,
y voyant l'audace moderne d'un couple de la haute finance scellant un pacte avant même de s'échanger les alliances. La tension retomba, laissant place à la détente. Christophe rendit le stylo avec assurance. L'officiant s'apprêtait à reprendre, mais Nathalie ne bougea pas d'un pouce. Avant de nous passer les alliances, dit-elle d'une voix qui ne tremblait pas, il y a autre chose que je dois partager. La main de Christophe effleura la sienne, ferme mais discrète. Un avertissement voilé. Nathalie, chuchota-t-il, le sourire toujours figé à l'attention du public. Ne rendons pas les choses compliquées. Elle retira sa main avec grâce. Ce ne le sera pas, le changement d'atmosphère fut aussi infime que redoutable. Les conversations moururent. Des têtes s'inclinèrent. Nathalie plongea la main dans le ruban enlaçant son bouquet et en sortit son téléphone. Aucun geste grandiloquent. Aucun tremblement. Elle effleura simplement l'écran. Un léger grésillement résonna dans les enceintes du grand salon. Puis la voix de Christophe s'abattit sur l'assistance. Je transférerai les parts dès que la lune de miel sera terminée. Elle ne se doutera de rien. L'air se solidifia. La silhouette de Christophe se raidit. Nathalie gardait le regard droit. Ce mariage n'est qu'un simulacre stratégique. Le Conseil exige une stabilité. Une fois cela fait, je restructurerai tout. Une exclamation étouffée fusa des premiers rangs. Et Nathalie, demanda la voix de Léa. Elle n'a jamais été qu'un pion stratégique. Le mot flotta dans la salle bien plus longtemps qu'il ne l'aurait dû. Puis, le silence. Épais. Asphyxiant. Christophe recouvra ses esprits le premier, bien que son visage eût perdu toutes ses couleurs. C'est totalement sorti de son contexte, s'empressa-t-il de justifier. C'est du jargon des affaires, une discussion privée. Nathalie se tourna lentement vers lui. Vraiment, demanda-t-elle. Il scruta son visage, y cherchant la moindre trace d'hésitation. La femme qui lui avait autrefois voué une confiance aveugle avait disparu. Au premier rang, 2 membres du conseil échangèrent un regard lourd de sens. Un investisseur croisa les bras. Nathalie perçut le visage de sa mère. Le choc. Puis, la douleur. Christophe se pencha encore. Nous réglerons cela en privé, gronda-t-il à mi-voix. Elle secoua la tête. Nous avons été très publics aujourd'hui. Faisant face à l'Assemblée, elle déclara, implacable, je pensais m'engager dans un partenariat, non pas dans une négociation hostile. Les murmures s'enflèrent. Christophe avait bâti sa réputation sur son contrôle absolu. Et là, devant l'élite dont l'opinion forgeait son existence, il s'effondrait. Le silence ne se brisa pas. Il muta. D'abord un simple bruissement. Des voix sourdes qui se cherchaient. Le froissement des tissus alors que les invités se réajustaient dans leurs fauteuils dorés. Personne ne haussa le ton. Il s'agissait de financiers, de PDG. Ils ne s'indignaient pas, ils évaluaient les dégâts. Christophe se redressa, lissant les traits de son visage comme lors des réunions de crise. C'est une interprétation grotesque, lança-t-il, forçant sa voix. Il s'agit de termes de stratégie interne, rien d'autre. Il chercha le soutien des vétérans du conseil au premier rang. Vous savez tous comment l'on prépare une expansion. Aucun d'eux ne vola à son secours. Maître Lefebvre s'avança de nouveau, mesuré et royal. La question n'est pas sémantique, trancha le notaire. Il est question de montages financiers occultes. Il brandit le document que Christophe venait de parapher quelques minutes plus tôt. Cet acte exige la transparence absolue et immédiate sur tout nouveau partenariat de conseil. Une courte pause. Y comprit Valois Stratégie. Le nom frappa l'assemblée avec plus de violence que l'enregistrement. La mâchoire de Christophe se contracta. Non, c'est un dossier séparé. Il ne l'est pas, asséna Bernard. Les fonds de l'entreprise y ont été détournés le trimestre dernier. Cette fois, le choc fut physique. Les têtes pivotèrent, les sourcils se froncèrent. Christophe foudroya Nathalie du regard. Non plus avec de la blessure, mais avec une froide calculation. Tu enquêtes sur moi, murmura-t-il. Je ne fais qu'ouvrir les yeux, répondit-elle.
Bernard déposa des synthèses imprimées sur une desserte voisine. Les virements autorisés par Monsieur de Rochefort ont transféré des sommes considérables vers une entité enregistrée au nom de mademoiselle Léa Valois. Tous les visages se braquèrent vers le fond de la salle. Léa était pétrifiée. Elle était livide. C'est un mandat de conseil des plus standards, cracha Christophe, luttant pour chaque mot. Parfaitement légal. Le conseil en a-t-il été informé, cingla un investisseur. Christophe hésita. Un millième de seconde, mais dans ce cénacle, l'hésitation valait un aveu. Bernard reprit la parole, le ton tranchant de l'épée. En ratifiant cet avenant aujourd'hui, Monsieur de Rochefort a reconnu que de tels accords exigent une révision commune. La dissimulation de ces transferts antérieurs constitue une violation flagrante de ses obligations fiduciaires. Le mot « violation » suspendit le temps. Nathalie restait muette. Christophe avait signé son propre arrêt de mort devant le tout Paris. « Tu as prémédité tout cela » siffla-t-il. Elle ancra son regard dans le sien. « Non. C'est ton œuvre. » L'officiant s'était retiré dans l'ombre. Le sacrement n'était plus qu'un lointain souvenir. Un membre éminent du conseil se leva. « Nous allons diligenter un audit immédiat. » Un autre approuva d'un hochement de tête sec. Avec effet à la minute même. Christophe balaya le salon des yeux. Les investisseurs, la presse spécialisée, les objectifs toujours braqués sur lui. Il voulait s'offrir une consécration médiatique. Il assistait à sa propre mise à mort publique. La salle n'explosa pas. Elle se verrouilla. Les voix devinrent des murmures tactiques. Les actionnaires se concertaient. Quelques assistants s'étaient déjà éclipsés dans le hall, pendus à leur téléphone. Les lustres continuaient d'irradier, mais la célébration s'était évaporée. Christophe tenta l'impossible. L'affaire prend des proportions déraisonnables, tenta-t-il de calmer. Ce n'est qu'une querelle conjugale déguisée en faute professionnelle. Nathalie resta de marbre. C'est alors qu'une chaise crissa au fond de l'assemblée. Léa se leva. L'électrochoc fut instantané. Le public pivota d'un bloc. Même les messes basses se turent. Léa n'avait plus rien de l'exécutive arrogante. L'assurance qu'elle portait comme une armure s'était brisée. Elle semblait soudain vulnérable. « Je me dois de clarifier un point », déclara-t-elle. Sans chercher d'excuses, mais direct. « Léa » aboya Christophe. « Asseyez-vous. » Elle resta droite. « Oui, Valois Stratégie est à mon nom », continua-t-elle face au parterre de dirigeants. « Mais je n'ai pas conçu ce montage. C'est l'œuvre de Christophe. » Une onde de stupeur traversa le crayon. Christophe fit un pas vers elle. « Mesurez bien les conséquences de ce que vous allez dire. »« C'est fait », répondit-elle posément. Elle sortit son propre téléphone. « J'ai conservé les correspondances, les brouillons, les directives. J'ai simplement légalisé ce que l'on m'a ordonné de légaliser. » Nathalie l'observait minutieusement. Ce n'était pas un revirement de loyauté. C'était l'instinct de survie. Léa déglutit avec peine avant d'achever. On m'avait assuré que cela serait révélé plus tard, que le conseil comprendrait une fois que les bénéfices le justifieraient. Un actionnaire se pencha en avant. Possédez-vous ces correspondances ? Oui. Le masque de Christophe se fissura. Pourquoi ? Vous avez largement profité de ce contrat, s'emporta-t-il. Léa ne le nia pas, c'est exact. Mais je refuse d'assumer seule la paternité d'une escroquerie que je n'ai pas initiée. Le coup fut fatal. Bernard s'avança. Nous recommandons la mise sous séquestre immédiate de l'ensemble des serveurs et communications numériques. Christophe se retourna vers Nathalie, la rage bouillonnant sous le désespoir. C'est toi qui as orchestré ça. Elle le fixa sans ciller. Tu as simplement sous-estimé tout le monde. L'officiant s'était volatilisé. L'organisatrice du mariage était adossée au mur, livide. Léa baissa son téléphone lentement. Elle n'avait pas prévu que la bombe exploserait ce jour-là. Mais elle avait protégé ses arrières. En choisissant de se sauver, elle venait de sceller le sort de Christophe. Le conseil ne débattait plus.
Il statuait. En quelques minutes, la noce s'était transmutée en un tribunal d'exception. Des assistants tapaient frénétiquement des messages, verrouillant les accès aux serveurs de l'entreprise. Quelqu'un évoqua la nécessité d'un avocat d'affaires avant la fin de la soirée. Christophe se tenait toujours sous l'arche de fleurs, le smoking impeccable, la posture droite, mais l'épicentre du pouvoir venait de se déplacer. C'est prématuré, tenta-t-il une ultime fois. Nous pouvons régler cela en interne. Un administrateur le toisa avec un mépris froid. Les affaires internes se déclarent avant d'être découvertes. Ce n'était pas hurlé. Cela n'avait pas à l'être. Nathalie resta figée sur place. Elle ne paradait pas. Elle ne triomphait pas. Elle se tenait dans sa robe haute couture, les mains jointes, comme s'il s'agissait d'un énième conseil d'administration auquel elle assistait. Sa mère la regardait depuis le premier rang, ébranlée mais vaillante. Léa s'était rassise, effacée. Bernard circulait parmi les invités de marque, s'assurant que l'avenant signé était mis en sécurité. Christophe tenta l'assaut final. C'est une vendetta personnelle, grinça-t-il. Une conversation privée utilisée comme arme. Un investisseur historique se leva avec une lenteur calculée. Ce qui nous alarme n'est pas votre enregistrement, monsieur. Ce sont les montages financiers illicites. Christophe accusa le coup. Depuis des années, il subjuguait ce microcosme. Il en maîtrisait les perceptions et les horloges. Aujourd'hui, ceux qui buvaient ses paroles le scrutaient comme un paria. Au moment où le salon se viderait, cette disgrâce se propagerait bien au-delà de ses murs. Nathalie prit enfin la parole. Je ne cherchais pas l'humiliation. Je cherchais la vérité. Christophe la dévisagea, et pour la première fois, il sembla terrifié. Le doyen du conseil s'adressa à lui sans la moindre équivoque. Dès cet instant, vous êtes démis de vos fonctions dans l'attente des conclusions de l'audit. Ni esclandre, ni applaudissements. Seulement la sentence sèche de l'évidence. Sous les ors et les lustres destinés à célébrer un triomphe, le pouvoir venait de changer de main. Quand la salle commença à se vider, l'atmosphère n'avait plus rien d'une noce. L'air empestait la fin de règne. De petits cercles se formaient près des lourdes portes, chuchotant avec gravité. Personne ne riait plus. Les musiciens avaient plié bagages en silence. Nathalie retira ses escarpins et marcha pieds nus sur le marbre froid du corridor pour fuir l'effervescence. À chaque pas, le brouhaha s'atténuait. Sa mère la rejoignit quelques instants plus tard. « Tu tiens le coup ?» demanda Jacqueline d'une voix frêle. Nathalie acquiesça. « Oui. » Et c'était la plus pure des vérités. Elles restèrent là, sans grand discours, unies dans le silence des couloirs feutrés de l'hôtel. Au fond de l'aile, Christophe émergea d'un boudoir privé encadré par 2 membres du conseil. Sa veste était ouverte. Il avait l'allure d'un joueur d'échecs qui réalise que la partie est perdue depuis 10 coups. En apercevant Nathalie, il se figea. Cela n'avait pas à se terminer ainsi, dit-il. Elle le contempla avec attention. Il semblait différent. Pas abattu, mais atrocement exposé. Tu as fait tes choix, répondit-elle. La journée d'aujourd'hui n'a fait que les mettre en lumière. Il se massa les tempes, trahi par sa propre frustration. Tu m'as traîné dans la boue. J'ai diffusé la vérité, corrigea-t-elle. Ce n'est pas la même chose. Les administrateurs restèrent en retrait, silencieux mais aux aguets. Les audits étaient lancés. Les accès révoqués, les comptes gelés. Christophe baissa la voix. Ce n'est pas fini. Non, rétorqua-t-elle avec une froideur souveraine. Ça ne fait que commencer. Il scruta son regard à la recherche d'une once de regret. Il n'y trouva que du marbre. Léa passa dans le couloir, escortée par le directeur des ressources humaines, les yeux fixés droit devant elle. Ce qui avait pu lier Christophe et elle n'était plus que cendre. Bernard s'approcha de Nathalie et lui fit un signe de tête discret. Tout était consigné. Elle comprit. Christophe les dévisagea tour à tour et saisit enfin l'ampleur du gouffre. L'ascenseur arriva dans un tintement suave. Nathalie y pénétra avec sa mère. Alors que les portes se refermaient, elle vit Christophe, seul,
abandonné sous les dorures du palace. La cérémonie était achevée, mais sa véritable vie venait d'éclore. La presse s'en empara avec une discrétion meurtrière. Dès le lendemain matin, les Échos et le Figaro distillaient des rumeurs d'irrégularités financières au sommet d'un grand groupe du luxe. De brefs extraits audio du mariage circulaient dans les cercles très fermés de la finance parisienne. Le visage de Christophe, la panique des actionnaires, les aveux, cela ne fit pas les gros titres à scandale, mais cela s'infiltra dans les bonnes sphères. À 9 heures, la carte magnétique de Christophe fut désactivée. La sécurité l'accueillit par l'entrée de service. Pas de caméra, pas de déclaration. Un simple avis de mise à pied. Depuis son bureau, avenue Montaigne, Nathalie observa l'onde de choc s'apaiser. Son nom n'apparut dans aucun article. Ce n'était pas un hasard. Bernard y avait veillé. Les communiqués ne parlaient que de gouvernance, de conformité, de dérive comptable. Jamais de trahison amoureuse. La nuance était capitale. Léa remit ses archives avant midi. Brouillon, historique d'échange, horodatage. Aucune théâtralité, seulement de l'administratif. Et l'administratif pèse infiniment plus lourd que le scandale. Au fil de la semaine, l'audit exhuma d'autres factures. Des montages de complaisance, des versements obscurs. Rien de tapageur, juste assez pour prouver la préméditation. Christophe sollicita une entrevue le jeudi. Ils se retrouvèrent dans un cabinet d'avocat neutre, avec vue sur l'Arc de Triomphe. La circulation parisienne tournoyait, indifférente au drame qui se jouait. Il paraissait vieilli. « Tu aurais pu éviter ce massacre », lâcha-t-il. « Tu en as eu le temps. »« Tu as choisi de ne pas l'éviter », répliqua TL. Il secoua la tête. « Tu réduis en cendres tout ce que nous avons bâti. Tu as été le premier à y mettre le feu. » Un long silence. « Ils vont me débarquer », finit-il par avouer. Elle ne répondit pas. « C'était ce que tu désirais ?» Nathalie prit le temps de la réflexion. « Je désirais la vérité. Le reste n'est que la chute des dominos. » Le vendredi, le Conseil publia un communiqué lapidaire. Christophe de Rochefort démissionnait de l'ensemble de ses fonctions avec effet immédiat. Un directeur financier intérimaire reprenait les rênes. Aucune tragédie, juste une destitution chirurgicale. Christophe était persuadé de contrôler l'échiquier, c'est l'échiquier qu'il avait maté. Il revint 3 semaines plus tard. Sans avocat, sans attaché de presse. Seul, à la porte de leur appartement du parc Monceau. Le mariage n'avait jamais été prononcé, mais 8 ans de patrimoine partagé ne se démêlent pas d'un claquement de doigts. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il semblait amoindri. Christophe ne se laissait jamais aller au laisser-aller, mais la mécanique de son arrogance s'était enrayée. « Peut-on parler ?» demanda-t-il. Elle s'écarta. Ils s'assirent au majestueux îlot de la cuisine, la même où ils avaient épluché les factures de l'hôpital américain. Le même marbre noir, un monde d'écart. « J'ai signé ma révocation hier, dit-il. C'est acté. » Elle hocha la tête. « J'ai fait des erreurs. » Elle l'étudia. « Tu as mis en place un montage frauduleux avec ta maîtresse. Ce n'est pas une simple erreur de calcul. » Il baissa les yeux. « Je ne voulais pas te détruire. Au début, c'était purement financier. Je pensais pouvoir maîtriser la situation. Le contrôle. Encore. Et Léa, demanda-t-elle. Il hésita. Ce n'était pas ce que tu imagines. C'était bien assez. Ils restèrent murés dans le silence. Je tenais à toi, finit-il par murmurer. Le passé simple n'échappa pas à Nathalie. Tu tenais à l'image que je te renvoyais, corrigea-t-elle. La stabilité, la respectabilité, le prestige. Il ne comptera pas l'argument. J'ai tout perdu. Tu as perdu ta fonction. La nuance est de taille. Il balaya du regard le salon, les moulures, les fenêtres donnant sur le parc. Je croyais protéger notre avenir. Tu te protégeais toi-même. La sentence tomba, dénuée de colère. Je suis désolé, répéta-t-il. L'espace d'un instant,
elle revit l'homme qui l'avait charmée sur les rives de la Seine. Mais la mémoire ne rebâtit pas les fondations en ruine. J'espère que cela t'apprendra à grandir, conclut-elle. Elle le raccompagna à la porte. Cette fois, quand il franchit le seuil, plus aucune promesse ne flottait dans l'air. Le calme qui s'abattit sur sa vie lui parut d'abord déroutant. Plus de réunions de crise, de coups de sang, de paranoïa. Un mois plus tard, Nathalie quitta le parc Monceau. Sans précipitation ni éclat. Elle emménagea dans un sublime appartement baigné de lumière sur les quais de la Seine, face à l'île Saint-Louis. Quand elle y passa la première nuit, l'espace lui parut d'une liberté absolue. L'entreprise se releva. Le directeur financier intérimaire fut confirmé. Léa Valois démissionna discrètement. Lorsque Nathalie reprit son poste avenue Montaigne, on la traita avec un respect teinté de crainte révérentielle. Le nouveau PDG la convoqua dans son bureau. « Nous avons besoin de repères solides », expliqua-t-il. « De personnes intègres. » Il lui offrit le contrôle total de toutes les divisions opérationnelles. Ce n'était pas de la pitié. C'était une consécration. Chez elle, Nathalie se construisait de nouveaux rituels. Le café chaud face à Notre-Dame le matin, les promenades sur les quais, les longs appels avec Jacqueline, qui retrouvait ses forces. Un soir, elle rouvrit un carton ignoré. S'y trouvait une invitation du mariage, gravée à leur fin sur un épais papier vélin. Elle caressa les lettres, puis la rangea. Nul besoin de la brûler. Elle appartenait simplement à une autre vie. Bernard passa à la fin de la semaine pour lui remettre les actes notariés définitifs. C'est terminé. Tout est juridiquement séparé. Elle signa. Vous avez fait preuve d'une force inouïe, glissa-t-il en rangeant ses dossiers. J'ai simplement été lucide. Ce soir-là, observant les reflets de la Seine, Nathalie réalisa qu'elle ne se sentait pas vengée. Elle se sentait libre. Et cela valait tout l'or du monde. Les choses ne se précipitèrent pas. Bernard commença à passer plus souvent, non plus pour des urgences contractuelles, mais pour des cafés improvisés. Leurs discussions s'étiraient, délaissant le droit pour la poésie, les voyages, la vie. La différence d'âge n'était qu'un détail face à l'élégance de leurs échanges. Nathalie voyageait beaucoup, mais à son retour, il y avait toujours une attention, un message posé de Bernard. Un soir, après un dîner face à la Tour Eiffel, il avoua d'une voix grave, « J'ai failli vous déclarer ma flamme il y a des années. » Elle sourit doucement. « Pourquoi ce silence ? Vous me sembliez si certaine de votre choix, » admit-il sans amertume. Bernard n'était pas un homme de grande tirade grandiloquente. Il retenait ce que sa mère aimait boire, s'enquérait de ses journées, et écoutait véritablement ses réponses. Il dégageait la chaleur d'un feu de cheminée rassurant. Un dimanche, elle l'invita à déjeuner avec Jacqueline. Sur le chemin du retour, Nathalie sentit cette chose nouvelle s'épanouir en elle. Ce n'était pas l'adrénaline de la passion destructrice. C'était la paix. Des semaines plus tard, sur le balcon de son appartement, face au fleuve, Bernard déclara « Je ne veux pas vous brusquer ». Elle se tourna vers lui. « Je n'ai plus peur de l'avenir. J'aurais peur de tourner le dos à ce qui m'apaise. » Il lui prit la main. Et cette fois, il n'y avait aucune stratégie, aucune clause cachée. Juste la lumière rassurante d'un amour véritable. Le second mariage n'eut rien à voir avec les ors du crayon. Aucune presse, aucun conseil d'administration. Juste une terrasse intime surplombant la Seine, dorée par le soleil couchant de la fin d'été. Nathalie portait une robe fluide en soie ivoire. Jacqueline rayonnait de santé au premier rang. Une poignée d'intime. Bernard la regardait avec une chaleur infinie. « Je ne te promets pas la perfection, » dit-il. « Je te promets la vérité. Et la promesse d'être à tes côtés, pas devant toi. » Quand Nathalie prononça ces vœux, sa voix vibrait de sérénité. « Je croyais autrefois que l'amour servait à bâtir des empires. Aujourd'hui, je sais qu'il sert à bâtir ce qui est vrai. » Ils s'échangèrent des alliances sans applaudissements mondains, juste dans la quiétude de l'instant. Plus tard, face au ciel rosé de Paris, Nathalie se souvint de la trahison passée. Elle ne la regrettait pas.
Cette épreuve lui avait révélé ses propres frontières, sa propre puissance. L'entreprise prospérait sous son influence incontestée. Christophe s'était exilé loin de Paris, emportant avec lui les ruines de ses ambitions. Nathalie n'éprouvait plus de rancœur. La distance avait fait son œuvre. Bernard l'enlaça doucement. « Heureuse » murmura-t-il. Elle posa les yeux sur la capitale qui s'illuminait. « Oui » répondit-elle. Non parce que le chemin avait été simple, mais parce qu'elle avait choisi la lumière plutôt que l'ombre, la vérité plutôt que les apparences. Elle s'était autrefois avancée vers l'autel armée d'une preuve accablante. Aujourd'hui, elle s'y tenait avec la paix de l'âme. Car une femme d'exception n'a nul besoin de triompher dans le fracas. Elle s'élève avec grâce, et ne redescend plus jamais de son piédestal. Et comme l'a si bien écrit un rang, la question n'est pas de savoir qui va m'autoriser, mais qui va m'arrêter. L'instinct de préservation n'est pas de la cruauté. C'est du respect de soi. C'est choisir la vérité, même lorsque le prix à payer semble insurmontable. La véritable guérison commence à la seconde où l'on décide que sa propre dignité vaut infiniment plus que les apparences et le faste d'une fausse couronne.